tous, bienvenue à ce webinaire Alta Profit organisé ce soir. D'abord, tous nos remerciements, nous vous savons très nombreux connectés ce soir, témoignent de votre confiance et de votre intérêt et nous vous remercions vivement de cela. Pour m'accompagner ce soir autour d'un sujet évocateur et de circonstances, je veux vous présenter immédiatement Romain Besançon, qui est associé chez Zenith Capital, qui va nous parler tout à l'heure des produits structurés. Bonsoir Romain. Bonsoir. Adrien Barbanchon, qui lui est directeur associé de distribution chez M&G Investment. Bonsoir Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. Et enfin, Philippe Chambéry, qui lui est directeur commercial chez Primonial et qui nous parlera tout à l'heure de la SCI Primonial Capimo. Primonial REM, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir Philippe, autant pour moi. Alors, nous avons choisi ce soir de vous parler du fonds en euros et plus particulièrement des alternatives au fonds en euros. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, la Banque de France vient de communiquer cette donnée, à la fin de l'année, les épargnants français auront investi plus de 165 milliards d'euros d'épargne supplémentaire par rapport à une situation normale, tout cela dû aux différents confinements, moins de divertissement égale pour certains plus d'épargne, et c'est donc pour répondre aux besoins d'investissement de ces emprunteurs, de ces épargnants, pardon, que nous avons souhaité ce soir vous proposer des alternatives au fonds en euros. Je vous propose de regarder ensemble un fait assez édifiant que sont les courbes depuis 10 ans de la trajectoire des fonds en euros et des livrets A. Vous voyez qu'elle est totalement en baisse, elle chute de 3,40 s'agissant de la performance des fonds en euros à 1,08 en l'espace de 10 ans, c'est une division par 3. Le livret A suit lui exactement la même tendance. Ça s'explique par les liquidités massivement injectées sur les marchés par les différentes banques centrales mondiales. Il s'agit pour elles de soutenir l'économie et finalement tout ce qui était indexé comme ça sur les marchés financiers a évidemment suivi cette tendance baissière. Donc il s'agit pour ceux qui le souhaitent d'entre vous d'aller chercher davantage de performance. Et pour cela, nous vous proposons ce soir quelques détails, à la fois sur le produit structuré, sur certains fonds en UC. Ce sera Adrien tout à l'heure des fonds de son choix, mais qui reste prudent, et la SCI pour finir avec Philippe. Alors, si la performance des fonds en euros diminue, nous avons voulu décorréler cela, et c'est l'objet de ce que nous vous présentons ici, décorréler la performance des fonds en euros de la performance de l'assurance vie. En effet, l'assurance vie est un véhicule, c'est un vase fiscal à l'intérieur duquel on peut mettre plusieurs types de fonds. Le fonds en euros en est un, mais ça n'est pas le seul. Donc il faut décorréler clairement la performance d'un fonds en euros d'un contrat de la performance globale de l'assurance vie. Et il s'agit évidemment de vous parler d'unités de compte, ces unités de compte qui permettent d'être investies sur les marchés, d'être positionnées sur différents fonds. Et il existe parmi ces unités de compte un large choix de la plus prudente à la plus dynamique, de celle qui est la moins volatile à la plus volatile. Il existe un large choix de paniers d'actions et d'obligations pour se positionner au gré de ces choix stratégiques en termes de gestion de patrimoine. Alors, il y a 10 ans, c'est l'objet de ce qu'on veut vous faire voir maintenant, il y a 10 ans, la répartition était assez simple. On pouvait positionner son épargne sur le fonds en euros à 100% et on pouvait très bien se satisfaire de cette performance. On prenait plus 4% et c'était très bien pour un épargnant qui avait un profil dit prudent. Aujourd'hui, et peut-être on peut passer à la slide suivante, nous pouvons proposer tout en restant sur un profil dit prudent, une répartition plus audacieuse sans être davantage risquée. Si l'épargne de précaution, et rappelons-le, l'épargne de précaution, c'est entre 3 et 4 mois de revenus. Si cette épargne de précaution est respectée et si les horizons de placement qui correspondent aux besoins de l'investissement qu'on souhaite faire sont eux aussi correctement appréhendés, alors on peut positionner sur son assurance vie jusqu'à 60% d'unités de compte sans que ça ne pose de problème de trop de volatilité ou d'être investi sur du trop dynamique. On va aujourd'hui sur
du 50-50, ça peut même être du 40-60, sans aucune difficulté. Je le répète, unité de compte n'est pas forcément synonyme de risque aggravé. Alors, nous avons des épargnants qui savent investir par eux-mêmes sur leur contrat d'assurance vie et savent choisir les différents fonds qui leur sont proposés. C'est là la gestion libre. Par opposition à cette gestion libre, il y a la gestion pilotée. Tous les épargnants ne sont pas aguerris ou ne sont pas intéressés en termes financiers ou sur les marchés de manière globale ou sur l'économie ou s'intéressent aux méga-tendances, etc. Pour être en gestion libre et choisir ses fonds seuls, il faut être alerté ou tout du moins intéressé par ces différentes considérations. Si ça n'est pas le cas et qu'on souhaite malgré tout aller rechercher de la performance sur les marchés, c'est tout à fait possible grâce à la gestion pilotée, puisqu'il s'agit là de donner mandat à une société de gestion qui va s'occuper de votre épargne et qui va positionner votre épargne, les fonds ainsi placés, sur les différents fonds qu'elle propose. Je vous propose de regarder la slide suivante. Nous recommandons, et je vais céder la parole dans un instant à Romain pour enchaîner sur la première alternative qu'on vous propose ce soir, qui est le produit structuré, 5 réflexes à avoir si vous considérez que vous pouvez choisir vos fonds seuls. C'est une bonne chose, mais on vous invite, ceci dit, à prendre du recul nécessaire. Ne pas vous laisser influencer par l'ami ou le collègue qui aurait trouvé un super fonds et qui vous le propose comme étant le trophée de l'année. Ce qui correspond à une stratégie patrimoniale ne correspondra pas forcément à d'autres. Il faut donc prendre le recul, d'analyser sa propre situation et de considérer l'ensemble des données qui permettent de se positionner. On vous propose également de diversifier vos placements. À l'intérieur de l'assurance vie, oui, il existe le fonds euro, oui, il existe des unités de compte qui sont dynamiques, qui offrent plus de volatilité que certaines unités de compte, mais il existe aussi différents types d'investissements possibles. C'est en partie ce qu'on vous propose ce soir. Il faut donc veiller à une répartition équitable des classes d'actifs que vous positionnez à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. Diversifier également ses horizons de placement. Je le disais il y a quelques minutes, tous les investissements sur un contrat n'ont pas le même horizon de placement. Tous les besoins ne nécessitent pas de placer sur la même durée. Si par exemple je souhaite préparer ma retraite, on peut considérer, si je m'y prends suffisamment tôt, que j'ai un horizon de placement plutôt long. On pourra alors se positionner sur des unités de compte qui permettent cet horizon de placement. Si au contraire je souhaite valoriser mon patrimoine, mon épargne placée sur mon assurance vie, on peut considérer que je me donne 2 ans, 3 ans, je vais aller sur des UC qui sont plus dynamiques. Donc là encore, l'idée, comme il est de diversifier les classes d'actifs à l'intérieur d'un contrat, il s'agit aussi de diversifier ses horizons de placement et de ne pas tout considérer dans un tout. Et puis enfin, on préconise de se faire accompagner, évidemment, un professionnel qui connaît les sujets, qui est alerte sur les marchés, qui connaît les fonds, etc., pourra évidemment vous accompagner. Et pour finir, épargner régulièrement permet de gommer ces fameux risques de volatilité, les hausses et les baisses, puisqu'en entrant régulièrement sur les marchés, le point d'ancrage est différent et permet ainsi d'échapper aux variations trop fortes d'un fonds donné. Voilà quelques recommandations qu'on souhaitait vous donner avant d'aller plus loin. Je cède immédiatement la parole à Romain pour Zénith Capital. Romain ? Merci. Oui, je suis là. Merci Romain. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais ravi d'être avec vous ce soir pour aborder un thème qui nous concerne tous en tant qu'épargnants, qui est très simple et à la fois très compliqué. Comment je dynamise aujourd'hui mon épargne dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, tout en restant prudent, dans un monde où, Romain l'a très bien illustré dans son introduction, où les taux servis par les fonds euros tendent vers 1 et probablement encore un peu moins dans les prochaines années. Donc en tout cas, merci pour cette belle introduction, puisque ça illustre parfaitement la difficulté à laquelle nous faisons tous face aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec 1% de taux servi sur le fonds euro, on ne peut plus considérer le fonds euro comme le produit d'épargne universel qu'il a été, et il nous faut donc trouver impérativement des alternatives. Alors la bonne nouvelle, c'est que des alternatives, il en existe beaucoup. Certaines seront abordées ce soir, et c'est tant mieux. Il y en a en tout cas une
que je connais bien, qui est des produits structurés et que je vais vous présenter brièvement. Donc, qu'est-ce qu'un produit structuré? Alors, la première chose à avoir en tête, c'est qu'un produit structuré, c'est un produit financier. C'est un produit qui vous permet d'investir en fait sur les marchés, essentiellement actions, d'investir sur la bourse, tout en définissant un niveau de protection en capital. C'est comme ça que les produits structurés sont connus. Et le produit structuré, c'est une formule. C'est ce qui le différencie de pas mal d'autres produits qui vous permettent tout autant d'investir sur les marchés financiers. Donc, il s'agit d'une formule, c'est-à-dire que vous définissez par avance, de façon tout à fait sur mesure, les caractéristiques essentielles de ce produit. Donc, on va définir des caractéristiques aussi importantes que l'horizon d'investissement, le niveau de protection en capital avec lequel vous êtes confortable en tant qu'investisseur, le rendement cible que vous visez, typiquement les questions que vous vous posez avec l'entièreté de votre épargne financière aujourd'hui. Alors, puisque c'est une formule, moi, j'ai le coutume de dire que c'est la seule classe d'actifs qui a une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous avez la certitude, puisque vous êtes encapsulé dans cette formule, qu'à un scénario de marché donné, vous aurez une rentabilité donnée. Donc, il n'y a pas de gestion derrière ces produits, c'est vraiment une formule. Un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que ces produits sont émis par une banque. Donc, c'est un point évidemment sur lequel il faut être attentif. Alors, à quoi ça sert tout ça finalement? Eh bien, c'est finalement le thème de ce webinaire et c'est quasiment la raison d'être des produits structurés. C'est en tout cas sur cette thématique que les produits structurés ont prospéré depuis de nombreuses années, notamment sur le marché français. C'est que le produit structuré sert avant tout à offrir une alternative prudente au fonds euro. Romain l'a mentionné en introduction, avec les taux servis, l'épargnant aujourd'hui arrive dans une situation où il va commencer à s'appauvrir s'il investit l'entièreté de son épargne financière disponible sur le fonds euro. Il lui faut donc aller chercher de la diversification. Pour autant, aller chercher de la diversification, surtout quand on vient du fonds euro, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que se diversifier, ça veut dire aller investir sur les marchés, quels qu'ils soient. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le bon véhicule. Il faut savoir quand acheter et savoir quand est-ce qu'il sera judicieux de vendre. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Le produit structuré, finalement, c'est aussi le produit de l'humilité. C'est-à-dire que le produit structuré vous permet de générer du rendement, de gagner de l'argent, sans pour autant avoir des convictions très fortes sur les marchés financiers et sur leur évolution à court, moyen ou long terme. Oui, je le disais, un produit structuré, finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir de convictions fortes parce que vous n'avez pas besoin d'aller acheter bas et de vendre haut. De toute façon, c'est quelque chose que très peu de gérants arrivent à faire sur le long terme. Il faut simplement que lorsque vous investissez, vous définissez un niveau de rendement et lorsque vous êtes confortable avec, eh bien, on va le voir, le produit structuré, lorsqu'il est bien construit, une hausse, même infime, des marchés financiers va vous permettre de générer du rendement. Alors, puisqu'on dit que le produit structuré doit être bien construit pour remplir cette promesse de dynamiser votre épargne tout en demeurant prudent, alors, qu'est-ce qu'un produit structuré bien construit? Alors, il y en a tout un tas, et il y a notamment Alta Horizon 2021, qui est le type même de produit structuré qui offre un profil de rendement, on le verra, quasi obligataire, tout en ayant un moteur de performance action. Alors, ce produit s'insère dans une gamme. Il fait suite en fait à ses grands frères ou grandes sœurs, je ne sais pas, Alta Rendement 2017, 18, 19 et 2020. Ces produits ont soit déjà été remboursés en payant le rendement cible attendu, donc la promesse a été réalisée, soit sont en très bonne voie de l'être. Donc il y a déjà, je dirais, une histoire très favorable chez Alta Profit avec cette gamme de produits structurés. Alors, Alta Horizon 2021, qu'est-ce que c'est? Je vous disais qu'on pouvait déterminer les caractéristiques essentielles d'un produit structuré lorsqu'on le construit. Alors ici, les caractéristiques essentielles, elles figurent pour la plupart sur la diapositive. C'est un horizon d'investissement maximum de 10 ans. On le verra, cet horizon d'investissement peut être considérablement réduit puisqu'il y a une possibilité de remboursement anticipé sur une condition extrêmement simple qu'on abordera chaque trimestre, et ce, dès la fin de la première année. C'est un objectif de rendement de 4% par an brut, et c'est une protection du capital jusqu'à moins 60. Dit autrement, votre capital est protégé jusqu'à une baisse de 60% des marchés actions. Donc c'est une barrière de protection qui est extrêmement rare sur le marché, et c'est le choix d'Alta Profit aujourd'hui d'avoir un produit extrêmement robuste. Alors si on rentre dans le détail du mécanisme,
Ce produit il a été émis par Société Générale. Il est disponible jusqu'au 14 mai prochain, donc il est actuellement en souscription. Son moteur de performance est un indice action composé de 50 grandes sociétés de la zone euro, avec un mécanisme à la fois d'équipondération et de dividendes forfaitaires. Pour ceux qui connaissent la gamme Alta Profit, c'est rigoureusement le même indice que celui qui équipait Alta Rendement 2020. Le mécanisme du produit, ce qui vous intéresse en tant qu'épargnant, la rentabilité. Alors ce produit, il assure un rendement garanti à la fin de la première année de 4% brut. Donc dans un an, quelle qu'ait pu être l'évolution des marchés financiers entre aujourd'hui et dans un an, un rendement de 4% sera payé aux souscripteurs de façon certaine. Et ensuite, chaque trimestre, le niveau de l'indice que j'ai mentionné tout à l'heure sera comparé à son niveau initial, celui du 14 mai prochain. Il suffira que l'indice soit simplement au-dessus de ce niveau initial pour que le capital que vous avez investi sera intégralement remboursé avec un gain de 1% par trimestre, équivalent donc à 4% par an. Si ça intervient au 5e trimestre, vous aurez donc touché 4% en fin de première année, ça c'est sûr. Et puis, si l'indice a performé positivement, mais ne serait-ce que d'un pouillème, eh bien, vous allez récupérer l'intégralité du capital que vous aurez investi, plus un nouveau rendement de 1% pour ce trimestre. Si ça intervient au 25e trimestre, eh bien, vous aurez à ce moment-là 25 fois un coupon de 1% et l'intégralité du capital investi. Un point important, si vous devez aller jusqu'à maturité des 10 ans, ça signifie que le produit n'a jamais été remboursé par anticipation, donc l'indice n'a jamais été au-dessus de son niveau initial. C'est possible, ce n'est pas le scénario central. Si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, vous arrivez au terme du produit, et là, on va vous rembourser forcément quelque chose, puisque c'est le terme du produit. Et alors là, il y a un mécanisme de protection additionnel, mentionné ici comme airbag, qui permet à l'investisseur, jusqu'à une baisse de l'indice de 30%, donc jusqu'à 70% du niveau initial, dit autrement, eh bien, de se faire rembourser l'intégralité du capital investi, plus l'intégralité du rendement prévu par le produit, donc 4% par an sur les 10 ans. C'est donc un mécanisme extrêmement robuste qui fait que même si le pari n'a pas été gagnant, c'est-à-dire que l'indice n'a jamais progressé à l'une quelconque des dates trimestrielles pendant 10 ans, eh bien, vous avez quand même l'intégralité de votre rendement prévu qui vous sera payé si l'indice est au-dessus de 70% de son niveau initial. Si malheureusement ça ne devait pas être le cas, les marchés boursiers ont été particulièrement négatifs pendant 10 ans, et de façon, je dirais, continue, eh bien là, vous avez finalement la promesse qui est une des plus importantes dans le produit, c'est la certitude de récupérer 100% du capital que vous aurez investi initialement, donc 10 ans auparavant, si l'indice n'a pas baissé de plus de 60%. Donc là, je vous le disais, c'est extrêmement protecteur, extrêmement rare sur le marché, mais c'était finalement la promesse que souhaitait offrir Alta Profit via ce produit. Et bien, c'était justement dynamiser cette épargne, 4% par an. En fait, ça commence à devenir 4 fois le rendement offert par les fonds euros, tout en étant extrêmement prudent, puisque vous ne perdez pas d'argent jusqu'à une baisse de 60% de l'indice à maturité. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Romain, merci de ces explications sur un sujet qui quelquefois peut être plus compliqué à appréhender pour nos épargnants. J'imagine qu'on aura sans doute des questions tout à l'heure lors de notre séance de questions-réponses. Merci de cette présentation. Adrien, je vous propose de poursuivre. Des UC qui rapportent, tout en restant prudent? Avec du temps surtout, merci Romain, parce que c'est vrai que les marchés financiers sont très vastes, très riches, mais aussi volatiles. Donc, il y a deux façons de voir les choses, soit de ne pas vraiment les anticiper et de ne pas se diversifier et de subir la volatilité, ou vraiment se donner toute la latitude en termes d'investissement et d'horizon d'investissement, c'est-à-dire en durée, pour profiter de la volatilité afin de générer de la performance, tout simplement. C'est ce qu'on cherche à faire chez M&G, ce qu'on fait depuis plus de 20 ans sur les stratégies qu'on va vous proposer, qui sont au final des solutions d'investissement, d'allocation d'actifs extrêmement simples, qui investissent sur des actifs traditionnels, actions et autres. Alors, c'est vrai que les marchés financiers offrent un univers d'investissement extrêmement profond, extrêmement large,
Vous pouvez diversifier aussi bien en termes de zones géographiques, les US, l'Europe, Japon, l'Asie, avec la Chine. Vous pouvez diversifier en termes de classes d'actifs, les actions, obligations d'État, d'entreprises, indexées à inflation, qui est un vrai sujet actuellement. Les devises, vous pouvez aussi choisir d'être plutôt cyclique ou défensif. Donc on voit qu'il y a des rotations qui s'opèrent, elles se font très vite. Et en fait, pouvoir gérer un portefeuille, une allocation d'actifs sur l'ensemble de ces classes d'actifs, à la fois être diversifiant, protecteur pour obtenir le meilleur couple rendement-risque, en fait, c'est possible. Nous, c'est ce qu'on fait, mais ça demande au final énormément de temps, énormément d'expertise, c'est-à-dire des moyens humains. C'est des moyens humains qui sont là, qui sont tous réunis au sein de ces expertises pour, sur le long terme, générer le meilleur couple rendement-risque en fonction de l'horizon d'investissement que vous allez vous fixer. Donc, on va voir ça plus concrètement, mais chez M&J, c'est environ 2000 personnes, dont 500 professionnels de l'investissement, c'est-à-dire gérants, analystes. On gère près de 400 milliards d'euros d'encours sous gestion. Donc, on a des stratégies sur les actions, sur les US, sur les dettes émergentes. Vous pouvez prendre un fonds pur action, grosse capitalisation ou petite capitalisation Europe. Vous pouvez faire pareil sur les dettes, sur les devises. Chez nous, c'est possible. Il y a la gestion libre. Mais comme ça a été évoqué en introduction, et c'est vraiment le message aussi qu'on passe, si vous cherchez à diversifier, à passer le cap, à évoluer un petit peu votre allocation pour sortir progressivement du fonds en euros en vous fixant un terme, on va offrir différentes solutions en fonction du risque. En fait, nous, ce qui est notre plus forte valeur ajoutée, ce qu'on cherche à mettre en avant et qu'Alta Profit a sélectionné, ce sont nos fonds d'allocation d'actifs. En fait, c'est une expertise de plus de 20 ans sur notamment 3 fonds, ceux que vous avez à l'écran. Donc, Optimal Income, qui va être le fonds le plus prudent dans notre univers des fonds M&J qu'on va pouvoir vous proposer. Il investit essentiellement en fonds en titres de rendement, en obligations. Il peut aller en actions jusqu'à 20%. C'est un horizon d'investissement d'environ 3 ans pour, disons, 3% par an. En objectif, 2-3%. Le conservative allocation, lui, est plutôt sur du 4-5 ans, jusqu'à 35% d'actions. Donc, on apporte un petit peu plus de bêta, ce qu'on appelle de prise au marché, de voilure, tout simplement. Et enfin, on arrive au M&J Dynamic Allocation, qui est un fonds dit équilibré, qui peut aller jusqu'à 60% actions. Lui, un horizon de plus de 5 ans pour à peu près environ, disons, 5% par an. Mais on va le voir, les marchés sont pas toujours efficients, donc ça crée de la volatilité, des évolutions. Alors, concrètement, pour faire simple, ce sont des gérants qui vont être beaucoup plus libres pour exprimer leurs convictions et qui vont pouvoir utiliser tous les outils financiers, notamment les actions, les obligations, les devises, pour adapter l'allocation. Alors, c'est des gérants qui vont être en permanence en échange avec les spécialistes, US, dettes, émergents, obligations, devises d'M&J, pour construire l'allocation globale, en fait, prendre du recul et de l'horizon au travers du monde pour repousser toutes les frontières de classes d'actifs ou d'expertise et pouvoir sélectionner en fonction d'un moment donné l'actif qui va représenter les meilleurs couples rendement-risque et de construire un portefeuille décorrélé. Ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est la première étape, c'est l'allocation d'actifs stratégiques. Après, c'est pas si simple. Les marchés, on l'a vu, évoluent très fortement en fonction des évolutions de croissance, de résultats des entreprises, des annonces des banques centrales. Et souvent, ils amplifient ces annonces par la volatilité qui va perturber les marchés. Et pour nous, vraiment, on va chercher à adapter l'évolution, le positionnement du portefeuille en fonction de nos anticipations et de la volatilité. C'est ce qu'on va appeler l'allocation tactique. C'est qu'au jour le jour, on peut repositionner le portefeuille. Si vous voulez, c'est une allocation sur les meilleures zones vues par nos gérants à un instant T et qu'on va s'engager à faire évoluer en permanence en fonction de l'actualité. Alors, c'est par exemple dans des phases de hausse de marché, comme on a effectivement depuis un an. Il y a un an, on subissait une crise extrêmement forte de baisse des marchés. Nos gérants avaient profité de ce creux de marché pour se réinvestir. On sort d'un an de rallye très fortement haussier sur les marchés. Et donc, globalement, ce qu'ils opèrent depuis
environ 4 mois et qu'ils ont accentué encore plus en début d'année 2021, c'est une certaine discipline de vente, de prudence, de réduction du risque. En fait, pour prendre ses profits, reconstituer des marges de manœuvre, en fait, c'est du cash qui va être disponible, des liquidités pour pouvoir saisir des opportunités quand elles se représenteront sur les marchés. Et les marchés ne sont jamais linéaires, hein. On sait bien que sur le long terme, ils sont efficients. Sur le court terme, ils le sont parfois malheureusement un peu moins. Et donc, ça permet justement à nos gérants de profiter de cette volatilité et de la transformer en opportunité. C'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ces fonds par rapport à beaucoup d'autres, c'est leur approche extrêmement contrariante et opportuniste des marchés. Le fait que, en général, quand vous avez des mauvaises nouvelles sur les marchés, vous avez beaucoup d'investisseurs, même les plus grands gérants, qui vont céder à ce qu'on appelle la psychologie de marché. Ils vont se découper des fondamentaux et ils vont se décorréler des fondamentaux, ne plus regarder la réalité, mais ce qui se passe clairement sur les marchés. C'est un peu la confrontation de, on va dire, Wall Street versus Main Street. Et ils se coupent de la réalité, ils en oublient les fondamentaux et ils cèdent parfois à la panique et ils vendent parfois au mauvais moment. Et c'est là où pour nous, c'est en général un point d'entrée qui, sur le long terme, permet de générer des rendements plutôt confortables. Donc, voilà, c'est des solutions d'investissement sur des actifs dits traditionnels, hein, puisque de l'action, de l'obligation, avec, en fonction des 3 fonds, ils sont classés par ordre croissant d'horizon d'investissement et aussi de risque. Plus vous vous donnez de temps d'investissement, plus vous donnez une horizon large aussi en classe d'actifs à utiliser, à implémenter, donc une plus grande diversification et une approche opportuniste aussi plus forte. Voilà, j'espère qu'il y aura des questions et de l'intérêt sur ces fonds. Merci à vous. Merci beaucoup, Adrien. Une première question. On lit sur nos écrans performance sur 3 ans, moins 3,52 pour le conservatif. Je suis un épargnant, je choisis mes fonds, admettons que je sois en versement libre. Est-ce que j'ai lieu de m'inquiéter quand je lis ça? Est-ce que je choisis cette UC-là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me rassurer? Alors déjà, Romain, c'est une très bonne remarque, mais vous avez 3 fonds, 3 périodes d'observation, c'est le biais comportemental, vous focussez sur la perf un petit peu la plus difficile, hein. C'est vrai que le fonds a été impacté, pas comme toutes les classes d'actifs, comme beaucoup de fonds l'année dernière, il tarde un peu, très clairement, on doit le reconnaître aussi, à rebondir, ce qui lui manque pour revenir à 0 sur 3 ans, son horizon d'investissement est quand même plus sur 4-5 ans. Donc après, bon, c'est pas une excuse, mais dans le cadre d'investissement du fonds, il a tout son temps. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est si vous regardez sur 5 ans, l'engagement est rempli et sur 1 an notamment, c'est là où les marchés, il faut se donner toujours un horizon de temps un petit peu plus large. Sur 1 an, ce fonds réalise 18,1%, ce qui est pour un fonds d'allocation dit plutôt conservatif et prudent, qui est quand même assez fort. Donc, c'est là où justement leur motif de prudence consiste à prendre un petit peu de profit. Voilà, pour se diversifier et générer de la performance sur long terme. Mais on a très bon espoir que d'ici, vous pouvez le regarder, d'ici sans doute quelques jours, il repasse en positif sur 3 ans. Donc, c'est toujours une question d'observation de la période. Et là, bon, on a quand même sur ces 3 fonds, sur 3 horizons d'investissement, un track record qui est quand même assez intéressant. Il n'y a qu'une case qui est pas tout à fait cochée, mais qui ne devrait pas tarder à l'être. Merci beaucoup, Adrien, de cette précision très claire. Je propose de poursuivre enfin avec Philippe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché de l'immobilier alors? Alors sur l'immobilier en particulier, bon, vous savez, l'immobilier tient une place de choix dans les allocations des épargnants français. Les Français, c'est bien connu, aiment la pierre, et j'ai envie de vous dire, la pierre leur rend bien en préservant effectivement leur capital. Ramener en fait à la SCI Capimo, la SCI Capimo, c'est le fonds de référence véritablement sur le marché de l'épargne immobilière en tant que SCI. Ce fonds est accessible uniquement en assurance vie.
Elle est gérée par Primonial Rem, qui est un acteur majeur de l'immobilier d'entreprise, de l'épargne immobilière de façon générale, en France et en Europe, avec aujourd'hui plus de 27 milliards d'euros gérés à la fois sur les bureaux, sur du commerce, de la santé et de l'éducation, sur lequel on a un rôle assez important, et également du résidentiel et bien sûr toutes les classes d'actifs. Alors, créé en 2007, la SCI Capimo affiche aujourd'hui un actif de pratiquement 6 milliards d'euros. Le fonds, particularité, en fait, ne distribue pas. Il capitalise sa performance, qui est de plus de 86% depuis la création du fonds, et déjà 1,08% de performance enregistrée sur l'année 2021, ce qui devrait positionner la SCI en phase avec ses objectifs de rendement long terme qui sont de l'ordre de 4%. Alors, c'est une solution d'épargne, c'est une chose importante à dire, qui est 100% immobilière. Et c'est une solution d'épargne qui est multistratégie, ce qui est relativement rare. Le fonds peut investir à la fois sur du bureau, sur l'éducation, sur du résidentiel, de la logistique, du commerce, de l'hôtellerie. Mais c'est un fonds qui est également en architecture ouverte, multigestionnaire, puisque la SCI a vocation à investir à la fois dans des produits gérés bien sûr par Primonial Rem ou nos filiales, mais également en fait dans des fonds gérés par des sociétés de gestion internationales et européennes. Alors, Capimo investit les capitaux qui sont collectés en France et en zone euro, alors notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg, j'en oublie certainement. L'actif aujourd'hui est investi à peu près à hauteur de 32% en zone euro et 68% environ en France. La SCI peut acheter des immeubles qui sont détenus directement ou indirectement via des participations au travers de ces fonds d'investissement, ce qui lui permet de pouvoir s'exposer de la manière la plus optimale à l'ensemble des marchés sous-jacents en Europe. Elle bénéficie surtout d'une diversification unique, avec un portefeuille qui est aujourd'hui constitué pas moins de 278 lignes. La performance de la SCI, elle est constituée de différentes choses. Elle est constituée à la fois des revenus locatifs qui sont encaissés. Elle est constituée également des produits, des participations qui sont détenues sur l'ensemble des fonds et qui sont eux-mêmes en fait issus des revenus. Et puis de l'appréciation en capital des actifs et des participations. En d'autres termes, ce sont les hausses de valeur et notamment issues des expertises. La performance très régulière de la SCI, il faut le noter, s'accompagne par ailleurs, et là on est bien dans le thème, d'un niveau de risque parfaitement maîtrisé avec une volatilité historique qui est inférieure à 1%. La SCI, en fait, par ailleurs, bénéficie d'un niveau de risque en termes d'indicateurs très faible, puisque sur l'indice SRRI, il est de 2, ce qui la classe parmi les indices de risque les plus faibles du marché, toutes classes d'actifs confondues. Capimo, globalement, elle donne accès aux épargnants, on va dire, à un portefeuille qui est le plus diversifié du marché dans le cadre attractif de l'assurance vie. Vous bénéficiez un peu du meilleur des deux mondes. Vous avez la possibilité, par ailleurs, de suivre l'évolution de votre investissement sur une base hebdomadaire. Vous pouvez acheter librement et vendre librement vos parts sur cette même base hebdomadaire, même si, bien évidemment, la durée de détention recommandée, notamment pour l'immobilier, est bien sûr une détention long terme en phase avec votre contrat d'assurance vie, donc 8 ou 10 ans. Enfin, la SCI est accessible avec un niveau de frais qui est parmi les plus bas du marché pour l'ensemble des fonds immobiliers, puisque à l'entrée, vous supportez une commission acquise au fonds qui n'est que de 2%. Alors, en résumé, s'il fallait effectivement voilà, se positionner, je dirais qu'investir dans Capimo aujourd'hui, c'est vraiment vous permettre d'investir dans la plus importante unité de compte du marché en bénéficiant de l'expertise de Primonial Rem. Capimo, pour vous donner un ordre de grandeur, a investi plus d'1 milliard d'euros en 2020 et réitérera certainement ce montant d'investissement en 2021, c'est vous permettre de diversifier votre allocation de portefeuille avec un niveau de risque
assez faible. Donc là, ça joue bien son rôle d'amortisseur de volatilité. Et puis, ça vous permet également de bénéficier de la liquidité de l'assurance vie en toute sécurité voilà, sur la classe d'actifs immobiliers. Voilà ce que je voulais dire à peu près sur Capimo. Merci Philippe, c'est très clair. Avant de passer à notre séance de questions-réponses, peut-être vous pouvez préciser à nos internautes, vous dites il y a une seconde que les frais sont extrêmement peu élevés. Pour autant, ça peut toujours être un frein pour certains épargnants. Comment on peut justifier quand même les 2% dont vous parlez? Les 2%, on va dire que c'est le droit d'entrée dans l'immobilier. Vous le savez, lorsque vous achetez un actif, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien, qu'il s'agisse de bureaux, qu'il s'agisse de commerce, qu'il s'agisse de résidentiel, vous portez des droits de mutation. Et ils varient en fait en fonction des actifs. Et bien évidemment, il faut les payer. Lorsque je collecte de l'argent, j'achète des actifs, j'achète des portefeuilles un peu partout, donc les droits ne sont pas les mêmes partout, et il faut bien en fait que quelqu'un paye. Donc quelqu'un, c'est effectivement la SCI, et pour assurer l'égalité entre l'ensemble des porteurs de parts, il serait complètement injuste de ne pas faire supporter en fait les frais à ceux entrés en 2020 versus ceux entrés en fait à l'origine du fonds en 2007. Eh bien, on applique cette commission qui est encore une fois est acquise à la SCI et qui vient bien en fait permettre de couvrir l'ensemble des frais et droits qui sont exposés à l'occasion des acquisitions, à la fois sur les acquisitions en fait des actifs en direct, mais également en fait dans les prises de participation sur les fonds, parce que bien évidemment les gestionnaires vivent également et on doit supporter des frais à l'entrée à ce titre. Voilà. C'est très clair. Merci de ces précisions, Philippe. Avant de passer à notre séance de questions-réponses, un simple rappel, mais que nous avons repris les uns et les autres à plusieurs moments depuis le début de ce webinaire, c'est la gestion pilotée. Nous souhaitons vraiment mettre à l'aise ceux d'entre vous, les épargnants, les investisseurs qui connaissent mal les marchés, qui les appréhendent pas quelquefois ou qui ont peu de connaissances sur le sujet. S'ils ont une volonté de diversifier leur épargne et les fonds versés sur le fonds en euros, ils peuvent passer par la gestion pilotée. Un contrat d'assurance vie, ça n'est pas qu'une gestion libre où on choisit soi-même ses fonds. On peut passer par la gestion pilotée. Alta Profit travaille avec des maisons de renom, vous les voyez à l'écran. On parle de Lazare, de Lyxor, de Pictet. C'est toutes des maisons de gestion qui ont une histoire à raconter, des performances à présenter, qui d'ailleurs offrent aux investisseurs des profils très très différents. Donc il y a là de quoi satisfaire tous les appétits, tous les types d'épargne et tous les profils. Voilà ce que je voulais vous dire pour finir. Je vous propose de passer donc maintenant à notre séance de questions-réponses. Nous sommes à votre disposition. Une première question très, très générique. Quelle allocation conseillez-vous entre les différentes classes d'actifs, fonds en euros, produits structurés ou fonds immobiliers? Ok, je propose une réponse collégiale, peut-être Romain, pour commencer. Alors, l'allocation entre fonds euros et produits structurés, écoutez, aujourd'hui, vous le disiez en introduction, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit des poches UC au global qui peuvent représenter plus de 50% d'un encours et on continue de penser que c'est raisonnable dans l'environnement actuel. Alors, si les produits structurés représentent 20 à 30% de cette poche, c'est pas ridicule. Donc, ça voudrait dire que sur un contrat global, on serait à 15%, peut-être 20% maximum de produits structurés. Et il me semble que c'est raisonnable. D'accord. Adrien, peut-être un complément? Nous, tout dépend, là encore, de l'horizon d'investissement. Mais dans la question, je crois qu'on parlait fonds en euros, IMO ou structurés, mais bien évidemment, les actifs traditionnels et d'allocation d'actifs ou la gestion pilotée sont, je pense, primordiales aussi sur le long terme. Bien qu'ils vont apporter un petit peu plus de volatilité, c'est aussi souvent une source de performance assez importante sur le long terme quand on sait se donner un horizon d'investissement et choisir les bons fonds. Donc, je pense qu'on pourrait partir sur un quart pour les 4 classes d'actifs pour quelqu'un de plutôt conservateur et quelqu'un qui aurait un horizon d'investissement ou un profil plus jeune, plus dynamique, plus équilibré, avec peut-être une volonté de plus de rendement, il pourrait s'orienter sur les classes d'actifs sur chacune des solutions, que ce soit les structurés ou l'immobilier ou les fonds d'allocation d'actifs, sur des profils un petit peu plus risqués, là encore, pour générer plus de rendement.
Bien sûr, à vrai dire, et pour conclure, sauf si Philippe veut ajouter quelque chose sur cette question-là, mais à vrai dire, tout est vraiment affaire personnelle, tout est affaire de projet d'investissement, et donc de Version définir risque. un horizon de placement. De définir un horizon de placement. Donc la réponse est très personnelle. On préconise, on l'a dit tout à l'heure, de diversifier ces placements sur les différentes classes d'actifs, mais il est évident que si un épargnant doit déjà avoir dans son patrimoine énormément d'immobilier, ce qui est judicieux d'en rajouter en termes financiers, s'il a déjà beaucoup de produits structurés, est-ce qu'il est judicieux d'en rajouter? Enfin, vraiment, tout est affaire de proportion, et c'est très personnel. Une nouvelle question, est-ce opportun d'acheter un produit structuré alors que les indices boursiers sont hauts? Celle-ci, elle est pour moi. Ah oui, je crois. Non, c'est important puisque effectivement, le point d'entrée, vous l'avez vu, sert de niveau de référence pour ensuite calculer votre rendement. Donc, la réponse est double. C'est-à-dire que, évidemment, c'est mieux de rentrer quand les indices sont bas, mais votre vrai risque, c'est de jamais rentrer. C'est-à-dire que vous ne saurez si le niveau d'indice aujourd'hui est opportun, vous le saurez que dans quelques mois, lorsque vous connaîtrez déjà l'évolution des marchés. C'est-à-dire que le niveau est plus haut aujourd'hui que ce qu'il était il y a 11 mois, ça c'est absolument certain. En revanche, il ne me semble pas à un niveau totalement délirant. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'un niveau d'indice haut, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Le deuxième point, et là qui est réel et qui est vraiment une qualité intrinsèque du produit structuré, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher des performances exceptionnelles. C'est-à-dire que si votre conviction, c'est que les indices actions, enfin, les marchés actions au global pourraient performer de 10, 15, 20% par an sur les 5-6 prochaines années, alors je peux entendre qu'un produit, même très prudent et très bien construit comme Alta Horizon 2021, qui vous offre un rendement de 4% par an, vous pouvez trouver que ce n'est pas très judicieux. En revanche, si vous ne savez pas tellement où vont les marchés, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la classe d'actifs de l'humilité. Je ne sais pas. En revanche, je sais que mon risque, c'est de ne pas être investi, c'est de rester sur le fonds euro parce que là, je suis à peu près certain de m'appauvrir. Donc, je dois rentrer sur les marchés. Je veux le faire avec ceinture et bretelles, disons, des protections et une formule qui me permettra de générer du rendement, même si les marchés ne montent pas. Ici, vous l'avez vu avec ce produit, 4% par an à l'issue de la première année. Ça, c'est absolument certain, quel que soit le niveau des marchés. Et puis ensuite, 1% par trimestre, simplement si l'indice est au-dessus de son niveau initial. C'est donc pas très ambitieux comme perspective de marché pour que la promesse soit remplie. D'ailleurs, Romain, vous pouvez peut-être repréciser ce que signifie la barrière à 60% et l'airbag à moins 30%, car c'est une question qui revient à plusieurs reprises. D'accord, très bien. Ça veut dire que je n'ai pas été suffisamment clair, donc je vais reprendre. Alors, le produit, dans l'immense majorité des cas, c'est en tout cas statistique, sera remboursé avant le terme des 10 ans, qui est l'horizon d'investissement maximum. Si ça ne devait pas être le cas, alors vous avez deux barrières à observer attentivement à la fin, donc à maturité du produit. Si vous vous retrouvez à maturité, ça veut dire que l'indice de référence est en dessous de son niveau initial. Donc en fait là, vous avez deux barrières très importantes. La première qui se situe 30% en dessous du niveau initial. Si l'indice est au-dessus de cette barrière, alors, finalement, c'est une excellente nouvelle, vous serez remboursé de l'intégralité du capital que vous aurez investi, plus l'intégralité du rendement, l'intégralité des coupons. Donc vous allez récupérer 140%, 4% par an pendant 10 ans. Si à l'inverse, l'indice a subi une baisse supérieure à 30%, vous serez donc en dessous de cette barrière, mais là, vous avez finalement votre barrière de protection du capital qui joue toujours, et donc vous allez regarder cette barrière à moins 60. Si l'indice est parti à 1000, est-ce que l'indice est aujourd'hui au-dessus de 400? Et si c'est le cas, alors vous serez remboursé à hauteur de l'intégralité du capital que vous aurez investi. Donc vous avez finalement une barrière qui vous permet de récupérer l'intégralité des coupons, l'intégralité du rendement, elle est située à moins 30 par rapport au niveau initial. Et vous avez une barrière de protection de capital qui, elle, est située à moins 60 par rapport au niveau initial. Ça fait écho du coup à la première question. Est-ce que les indices ne sont pas trop hauts? Vous voyez qu'ici, jusqu'à moins 30, vous récupérez tous vos coupons et jusqu'à moins 60, vous êtes protégé. Ça donne une idée du profil risque-rendement qu'offre ce produit.
Une question également, Romain, complémentaire. Pouvez-vous présenter davantage l'indice sous-jacent choisi dans Alta Horizon 2021? Oui, bien sûr. Alors, je suis allé vite volontairement pour ne pas occuper toute la bande passante. L'indice est un indice proposé par Société Générale qui regroupe les 50 plus grosses entreprises de la zone euro. C'est donc un indice action. Et contrairement à l'indice Eurostock 50, qui est un indice très connu, qui regroupe lui aussi les 50 plus grosses entreprises de la zone euro, cet indice-là, il a une sophistication qui est intrinsèque dans sa construction et qui est double. La première, c'est que les actions sont équipondérées. Équipondérées, ça veut dire que chacune des 50 entreprises qui composent cet indice a le même poids dans l'indice. Autrement dit, chaque entreprise pèse pour 2% dans la performance de l'indice. Ça, c'est un élément différenciant par rapport à l'Eurostock 50, par exemple, ou même par rapport au CAC 40, où le poids de chaque entreprise est fonction de sa taille. Plus l'entreprise est importante, plus sa capitalisation boursière est importante, plus elle pèse dans l'indice. En équipondérant, finalement, la plus grosse entreprise, celle qui est classée numéro 1, pèse autant que celle qui est classée numéro 50, par la taille évidemment, pas par la qualité. Et donc, vous avez un indice qui est beaucoup plus diversifié. Ça, c'est le premier élément de différenciation. Le deuxième élément de différenciation, c'est qu'ici, le niveau de dividende est figé. Alors, il y a un mécanisme un peu technique, mais qui permet de figer le niveau de dividende payé par ces entreprises pendant les 10 ans de la maturité du produit. C'est un élément essentiel pour pouvoir faire le produit dans des conditions économiques attractives. Et donc là, on considère qu'on retranche de façon forfaitaire un dividende de 50 points chaque année à la performance de cet indice, après avoir réinjecté les dividendes réellement payés par les 50 entreprises qui composent cet indice. Une question pour Adrien maintenant. Les marchés financiers ne sont-ils pas trop en ce moment pour investir dans les fonds? Alors, moi j'ai envie de vous dire, faut se projeter à 1 an, avoir une boule de cristal. Ce sont des choses aujourd'hui extrêmement complexes en termes de valorisation. Vous avez les fondamentaux et vous avez les marchés, ce que j'expliquais, Wall Street versus Main Street. Aujourd'hui, vous avez des plans de soutien. Il y a 1 an, vu ce qui s'est passé, on n'aurait jamais imaginé que les marchés financiers soient au niveau actuel face à un rallye d'1 an aussi phénoménal. C'est le plus fort rallye depuis 1936, hein, pour faire simple. En fait, il y a eu des plans de soutien colossaux. Il y a vraiment une volonté coordonnée des banques centrales de soutenir l'économie. Après, nous, on a des gérants, c'est ce que je vous expliquais, c'est toute la difficulté. Et je vais recouper par rapport à une question qui a été proposée tout à l'heure. C'est quel est le meilleur timing d'investissement? Alors que ce soit sur les structurés, sur l'immobilier ou sur les fonds d'actifs traditionnels, en fait, il y a plusieurs réponses. C'est progressivement, tout le temps, étape par étape. Et le meilleur moment pour nos gérants est le moment où eux réinvestissent l'exposition du portefeuille. En fait, c'est quand vous avez des pics de volatilité. Alors pour les plus experts, c'est le VIX, par exemple. La volatilité, c'est l'indice où le marché, qui symbolise le décalage du marché. En général, la volatilité augmente quand il y a un phénomène Fukushima, Lehman Brothers, différentes crises qui arrivent. Et historiquement, depuis plus de 20 ans, ça a été ces points-là de volatilité, quand les pics de volatilité arrivent, qui sont les meilleurs points d'investissement. En fait, c'est le vieil adage de acheter au son du canon, vendre au son du violon, pour faire simple. Et nos gérants, aujourd'hui, je vous l'ai expliqué, on a des gérants pure action qui, eux, sont focus sur les actions value US. Donc, clairement, ils sont quasiment à 95%, 99% tout le temps sur les actions US. Donc, eux, vous leur demandez le timing, ils voient tout le temps des opportunités en fonction des secteurs. Mais l'équipe d'allocation d'actifs qui vous est présentée, avec le Optimal Income, le Dynamic Allocation et le Conservative Allocation, eux, justement, ont leur rôle et de profiter de l'expertise de chacun de ces gérants et de prendre le recul nécessaire pour voir s'il faut favoriser telle ou telle zone, telle ou telle classe d'actifs, ou tout simplement commencer à se retirer un petit peu des marchés pour avoir des munitions en cas de retournement des marchés. Et mon message est qu'aujourd'hui, ils restent en partie investis, ils ont réduit les curseurs de risque, ils sont plutôt sur une approche défensive parce que les marchés ont effectivement rebondi fortement. Et on est en attente de meilleures nouvelles sur l'évolution du vaccin. Notamment, il y a de très fortes attentes là-dessus. Il y a des rotations sectorielles qui sont en train de se passer.
aussi en termes d'économie, de pouvoir économique de certains pays. Donc les marchés sont quelque chose d'extrêmement vivant et de plus en plus aujourd'hui, avec les décalages géographiques, sectoriels, l'intervention des banques centrales. Donc suivant les classes d'actifs, vous avez toujours un bon moment ou suivant la zone géographique pour investir. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'analyser, il faut le détecter, il faut donc les moyens humains. C'est ce que j'expliquais en préambule. Donc sur un fonds pure action tech, clairement, je dirais que c'est pas le moment. Par contre, sur un fonds d'allocation diversifié qui va pouvoir, lui, pas faire de la sélection action, mais de la sélection de zone géographique ou de secteur, c'est le bon moment, notamment, j'ai envie de dire, sur nos fonds, parce qu'ils se sont protégés. Ils commencent à rentrer des actifs décorrélants, des actifs refuges, au travers des devises, des obligations d'État, pour profiter d'un éventuel repli des marchés. Et à ce moment-là, saisir ce qui est des côtés, parce qu'il y aura un pic de volatilité et il faudra acheter à nouveau au son du canon. Je ne sais pas si la réponse est claire, mais et puis il faut vraiment se donner là encore du temps et surtout un horizon, un objectif. Et notre message, c'est de le confier d'une à un conseiller. Donc vous l'avez en la personne d'Alta Profit qui va pouvoir vous accompagner, vous conseiller, vous orienter et ensuite vraiment en quelque sorte déléguer sur un fonds d'allocation d'actifs ou un structuré ou un fonds d'immobilier ou un mandat qui vous sont proposés par Alta Profit. Mais le temps et la délégation, je pense, permettent de se couper de tous les biais psychologiques et comportementaux qui, en général, nuisent à la performance sur le long terme. Merci Adrien. Une autre question, pourquoi le fonds Conservative Allocation est-il le moins performant des 3 fonds proposés? Alors, en fait, c'est un petit peu difficile parce que effectivement, Conservative Allocation est un fonds plus prudent que le fonds Dynamique Allocation. Et quand il y a eu le fort drawdown l'année dernière, la forte baisse des marchés, il répond à un motif de précaution, de protection du capital. Et donc, il s'est en partie très sécurisé après le choc de marché. Et il s'est tout simplement beaucoup moins réinvesti et beaucoup plus tard que le Dynamique Allocation, qui lui a fait une recovery beaucoup plus forte. Donc, si vous regardiez à fin mars, début avril, le Conservative Allocation s'en sortait beaucoup mieux parce qu'il a temporisé à la baisse. Par contre, dans la recovery que vous avez eue en fin avril-mai et surtout en novembre, le Dynamique Allocation, lui, est beaucoup plus large en potentiel d'action. Il peut sortir beaucoup plus de voilure, tout simplement. Et donc, il est parti très fort. C'est ce que vous voyez en termes de performance. Après, le Conservative Allocation, là encore, hein, je vois, ça fait tâche. Sur 9 performances, il y en a une qui est négative. Il y en a 8 autres qui sont positives et largement. Et notamment pour le Conservative Allocation, ça reste 18% sur un an. Donc, c'est quelque chose là encore qui devrait être gommé. Et ce qui fait qu'il a été négatif, c'est qu'il a été se positionner pour être prudent. En fait, il a été se positionner sur des actifs refuges, obligations d'État notamment, dont les taux ont un petit peu augmenté, notamment sur l'année 2020, sur la deuxième partie de l'année 2020. Et en gros, il a payé une protection, ce qui était dans un choix rationnel du gérant de protéger le portefeuille, parce que c'est son mandat aussi, hein, conservatif, c'est aussi de conserver, quoi qu'il se passe, de protéger le capital. Et vous avez un marché qui, au message des banques centrales, hein, quoi qu'il en coûte, des marchés qui ont très fortement rebondi parce qu'il y a eu un abondement extrêmement fort des banques centrales, des plans de soutien des politiques et des États qui effectivement on pourrait dire galvaniser, rassurer, mais plus que rassurer, galvaniser les marchés. Et là, le Dynamique, lui, a pu sortir sa voilure et en profiter, tout comme le Optimal Income. Donc c'est vraiment, c'est là où mon message entre les deux, quelqu'un qui de toute façon est dans le cadre de l'assurance vie, s'il se donne un horizon de 8 ans, et souvent c'est beaucoup plus, mon message, c'est qu'il faut déléguer, il faut donner les clés à une équipe de gestion, et donc il faut lui donner un mandat, une latitude d'investissement, et la flexibilité beaucoup plus large sur le Dynamique, ce qui leur permet de s'adapter, tout simplement, et donc de mieux performer, et là c'est vrai que c'est prouvé sur cet exercice-là. Merci Adrien. Une dernière question pour vous. Peut-on avoir des précisions sur la composition du portefeuille d'Optimal Income? Bien sûr. Alors, Optimal Income, il est environ 60% d'obligations d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fonds qui investit essentiellement en obligations d'entreprise.
Il a un volet action qui peut aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, on est à 3-4% d'actions, donc plutôt prudent. Il estime, il a essentiellement, le principal actif qu'il a en portefeuille, ce sont des obligations d'entreprise, surtout plutôt le segment investment grade triple B, c'est les notations triple B, donc c'est des qualités, plutôt des très belles notations qu'on a en portefeuille, et on va les prendre plutôt sur des maturités, on va dire moyen-long terme, longues, parce que c'est là où on trouve le meilleur rendement, et on va privilégier les zones plutôt anglo-saxonnes, notamment les US, où là encore, on arrive à capter un petit peu plus de rendement. Et bien qu'il ait une appétence assez forte sur le crédit d'entreprise, qui est de 60%, il y a quelques mois, il en avait plutôt 80%, 85%. Donc, il a réduit la voilure, il a pris ses profits. C'est une classe d'actifs qui a performé. Et surtout, le message, c'est qu'il a 40% d'actifs extrêmement liquides, assimilés cash, de liquidités, en fait, qui sont prêts à être repositionnés au moment opportun. Donc, c'est un positionnement plutôt défensif et extrêmement discriminant, sélectif sur les obligations d'entreprise qu'il a en portefeuille actuellement. Merci Adrien. Philippe, une question. La fermeture des commerces est-elle préjudiciable à la SCI Capimo? Non, la SCI Capimo, en fait, aujourd'hui, bien évidemment, on a pris la mesure des difficultés rencontrées sur le commerce. Elle n'a que 10% en fait au niveau de son portefeuille exposé en commerce, à la fois en France et en zone euro. Alors, bien évidemment, on a été extrêmement attentif, notamment dans le cadre de la production de stress tests, pour voir qu'effectivement, on a pu constater qu'il y avait eu un bon suivi, on va dire, par nos équipes d'asset management de l'ensemble de nos locataires de commerce. Donc, on n'a pas eu d'impact négatif sur les revenus en particulier. On en a eu un peu sur la partie des valorisations, bien évidemment, à dire d'experts. Mais globalement, je pense que c'est un peu l'objet de ce qu'ont dit mes confrères ce soir. Bien sûr, le recovery, notamment la sortie de crise sanitaire, devrait permettre une normalisation de la situation sur la classe d'actifs, qui, bien évidemment, a souffert, notamment sur le commerce non indispensable, et puis de la même manière, en fait, que pour l'hôtellerie, qui représente à peu près 7% du portefeuille de Capimo. Mais ce n'est pas à l'échelle, en fait, encore une fois, du fonds, grâce à sa grande diversification. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de Capimo. D'ailleurs, quelqu'un nous demande, pouvez-vous nous préciser les performances de la SCI Capimo à 3 et 5 ans? Alors, à 3 et 5 ans cumulés, non, je ne l'ai pas en tête. Je peux vous donner des performances calendaires, le cas échéant. On va regarder sur 3 ou 5 ans. De toute manière, je vous le disais, on est à 4% à peu près là en termes de performance. Si je divise les 86% sur les quelques 13 années d'exercice, ça nous donne un peu plus de 6%. L'an net de frais de gestion, brut de frais de gestion de l'UC dans le contrat. Donc, on est au-dessus de toute manière des 4. Sur les 3 dernières années, on est à peu près à 12% et sur les 5 dernières années, 20% à peu près, oui. Ouais. Donc, ça tient l'objectif. Merci Philippe. Une dernière question pour vous. Comment est assurée la liquidité de la SCI? Alors, la liquidité, en fait, elle est assurée notamment par une poche de trésorerie intrinsèque dans la SCI que l'on mène, en fait, que l'on a de façon structurelle à hauteur de 5%. Donc, ça, c'est la première chose. La liquidité, ensuite, elle est assurée par l'assureur au niveau de l'actif général. Voilà, l'assureur, en fait, compense les entrées et les sorties. Voilà, et on est sur un fonds qui investit par ailleurs certaines de ses disponibilités dans des produits de trésorerie mobilisables assez aisément. Et puis, la SCI a par ailleurs une petite poche de foncière cotée qui, vous le savez, en fait, est par construction également liquide, en tout cas arbitrable assez rapidement. Merci Philippe. Une dernière question pour Romain Janssen cette fois. Romain, la dernière question de cette session. Y a-t-il un risque de capital sur les unités de compte? Oui, bien sûr, il y a un risque de perte en capital avec les unités de compte.
Clairement, les fonds ne sont pas garantis par l'assureur comme c'est le cas pour les fonds en euros. Donc oui, il y a un risque de perte en capital. Peut-être que l'euro que j'aurais investi deviendra zéro, mais la probabilité est assez faible pour tout dire. Et c'est là-dessus qu'on joue. C'est pour ça qu'on parle depuis le début de ce webinaire d'horizon d'investissement. On parle de volatilité. La volatilité, c'est ce fameux indice qui permet de calculer la variation à la hausse et à la baisse d'un fonds donné, d'une ligne sur laquelle on a investi donnée. Bon, une fois qu'on prend tout ça en considération, et pour compléter la réponse d'Adrien tout à l'heure, qu'on regarde un peu les performances passées, même si elles ne présagent jamais des performances futures, bien sûr, mais on se rend compte sur des périodes de 5 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, ou même 10 ans en arrière, de la tendance d'un fonds donné. Bon, ça permet par extrapolation de savoir à peu près comment ce fonds-là se comporte. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en se posant, en réfléchissant, en posant une stratégie patrimoniale, on peut arriver à juguler ces risques-là. En gros, ce que je cherche à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir investir sur les marchés. On a vu, et c'est tout l'objet de notre webinaire aujourd'hui, comment on pouvait trouver une alternative au fonds euro tout en restant prudent. On peut s'orienter sur les marchés, investir sur de l'UC en restant prudent. Alors oui, ça ne gomme pas le risque de perte en capital, mais ça permet en tout cas de le mesurer et de le limiter. Voilà, si c'était la dernière question, il ne me reste qu'à conclure pour clore ce webinaire. D'abord, un immense merci à vous trois de votre participation, de vos interventions ce soir. J'espère vraiment qu'ils auront été de nature à éclairer nos épargnants et tous les internautes qui nous auront fait confiance dans le suivi de ce webinaire. J'ajoute évidemment que toutes les équipes Alta Profit sont mobilisées et à votre service pour vous accompagner dans vos choix d'investissement. Il y aura d'autres conseils et astuces communiqués par Alta Profit très rapidement par le biais de sa newsletter qui vous sera adressée dans les prochains jours. J'espère que les réactions seront nombreuses et que ça suscitera chez nos épargnants et tous les autres des envies de faire avec Alta Profit. En tout cas, nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner et de répondre à vos questions. Et puis, on a reçu aussi à l'occasion de ce webinaire un certain nombre de questions sur la SCPI. L'immobilier est un sujet qui rassemble. Alta Profit organisera un webinaire consacré au SCPI le 15 avril à 18 h. Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous si le sujet vous intéresse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de votre attention et de votre confiance. Bonne soirée.